Merci beaucoup, merci aux organisateurs de m'avoir convié donc, à cette intervention. J'ai prévu pas mal de choses, on va avancer sans plus d'introduction sur les différentes casquettes que je peux avoir. On va aborder avec Coralie et Jérôme différentes facettes de la collection, donc Sortir de l'auberge, qui nous a valu cette invitation collective. Moi, je vais tout simplement vous présenter un chapitre d'un des ouvrages à paraître. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous dire un chapitre, qui est donc l'ouvrage Jouer des parties de jeux de rôle. Et en gros, à quoi ça peut servir de donner à des joueurs d'un jeu de rôle donc des pistes pour appréhender mieux, ou en tout cas différemment, leur expérience du jeu. Je suis parti sur une question qui est en apparence toute bête. Comment je vais jouer un personnage qui a un score extrême en intelligence? Et en gros, comment jouer quelqu'un qui est plus intelligent que moi? Alors, je ne doute pas de l'intelligence de l'assistance. A priori, s'il y a des génies, ils ne sont pas confrontés à ce problème-là, donc ils peuvent quitter la salle et attendre les interventions suivantes. Puisque là, ça va être plutôt, voilà, on est tous dotés de l'intelligence dont la nature nous a pourvu, et on peut se retrouver à jouer donc, des personnages dont les scores les qualifient dans la fiction donc, comme des génies. Je vous ai indiqué mon adresse email parce que la présentation que je vais utiliser se prête assez peu à la prise de notes. Donc si vous souhaitez avoir les slides, je vous les envoie en PDF. J'enlèverai toutes les images parce que j'utilise les images, les vidéos dans le cadre d'une conférence que je donne à titre bénévole. Et bien entendu, toutes les images appartiennent à l'environnement. Alors, je vais avoir un topo donc, très ciblé rôliste. L'une des caractéristiques du jeu de rôle sur table, c'est que, a priori, on s'affranchit des contraintes classiques de l'incarnation de personnages, qui sont des contraintes d'emploi. Quand on parle d'emploi ou de contre-emploi au théâtre ou au cinéma, c'est est-ce que j'ai ou non le physique de l'emploi pour jouer une elfe gracile, un Ewok mercenaire, etc. Clairement, si j'annonce ça sur une scène de théâtre, on va me dire « Non, désolé monsieur, mais vous allez avoir quand même beaucoup de mal à être crédible dans ce rôle-là ». Dans le cas du grandeur nature, c'est à la limite faisable, mais dans la mesure où la plupart des grandeurs nature se jouent dans des conditions, je dirais, où on ne peut pas connaître tout le monde parce qu'il y a trop de participants, si je suis obligé de répéter à tout le monde que je suis une elfe gracile, ça va finir par être difficile en termes d'immersion pour mes camarades de jeu. Donc, la particularité du jeu de rôle sur table, c'est que je peux jouer un robot, je peux jouer un être, je peux jouer un dragon, etc., sans avoir de contraintes d'emploi, parce que je vais interpréter mon personnage, je ne vais pas l'incarner. On utilise sans arrêt le verbe incarner à propos des personnages de jeux de rôle sur table. Je suis désolé, incarner, c'est jouer des choses dans sa chair, et non, on interprète. Pas dans ce type de relation, qui est une relation scénique, qui a sa propre forme d'engagement, sa propre histoire, son propre code culturel, mais qui n'est pas celui du jeu de rôle sur table. La particularité, effectivement, du jeu de rôle sur table, c'est par ailleurs que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les compétences de mon personnage, puisque le jeu avance grâce à ce que Jesper Juhl, qui est plutôt un théoricien du jeu vidéo, hein, mais le terme m'a paru adéquat, on va utiliser des systèmes de substitution stylisés de ce qui se passe dans la fiction du jeu pour gérer les différentes actions. C'est-à-dire que si on me demande de soulever un tronc d'arbre en jeu de rôle sur table, je vais avoir simplement un jet de dés à effectuer, donc c'est une substitution stylisée de l'épreuve qui en elle-même me coûterait quelques séances de kiné pour y parvenir. Les caractéristiques mentales posent un problème, et c'est pour ça que j'ai pris le cas de l'intelligence, parce que ce principe de substitution stylisée, si j'annonce que mon personnage a un score extraordinaire en force, on va dire, ok, c'est un personnage très puissant, même si c'est un gringalet, on peut tenir compte à chaque fois de cette force sans difficulté. Le problème, c'est que dans beaucoup de jeux, on a des caractéristiques mentales dans lesquelles on va avoir un mélange entre les caractéristiques du personnage dans la fiction et ce dont est capable par ailleurs le joueur.
C'est-à-dire que on va, alors, bien entendu, d'un jeu à l'autre, c'est décliné de façon extrêmement hétérogène, hein, donc là, je ne prétends pas parler de l'ensemble des jeux, mais vous allez avoir des jeux, par exemple, où on va vous dire il n'y a pas de compétence intelligence, il n'y a pas de caractéristique intelligence parce qu'on ne remplace pas l'intelligence du personnage par des chiffres, c'est l'intelligence du joueur qui va en tenir lieu. D'autres, au contraire, on va vous dire bon, il y a une caractéristique d'intelligence, mais c'est juste votre capacité à acheter des sorts, donc un peu. Vous allez avoir des jeux qui vont exclure complètement la notion d'intelligence en disant ça n'est pas pertinent. Si vous jouez à Pendragon, voilà, les personnages vont avoir des caractéristiques qui vont être plus liées à leur vertu, à leur dimension morale, que réellement des caractéristiques d'intelligence, parce que voilà, l'univers arthurien, ça n'est pas une donnée narrative particulièrement pertinente. Quoi qu'il en soit, quel que soit le choix qui a été fait par l'auteur du jeu dans son système de simulation et dans la prise en compte ou non d'une caractéristique intelligence ou des termes qui peuvent s'en rapprocher, on va avoir du côté de l'observation de ce qui se passe autour de la table un roleplay qui va s'exprimer essentiellement par la parole. Il y a mille autres manières de jouer son rôle, on peut avoir des mimiques, etc. Et en gros, si vous êtes enroué pour faire des choses, ça complique quand même monstrueusement les choses. Donc le gros de votre roleplay va s'exprimer par votre langage, qui est quand même un des reflets qui est culturellement le plus admis comme étant le reflet de notre intelligence. Donc, quoi qu'il arrive, je vais avoir une difficulté à jouer un personnage qui est réputé plus intelligent que moi, parce qu'à chaque fois que je vais prendre la parole, on risque de se rendre compte que je suis un petit peu bas de plafond. En termes d'envergure intellectuelle, je vais avoir du mal à me mettre au niveau d'un personnage qui est caractérisé comme un génie. Avant d'entrer dans le développement, une précaution que je ne peux pas éviter, et je vais déminer le terrain en termes de questions, qu'est-ce que c'est que l'intelligence, pourquoi tu parles d'intelligence, etc. Est-ce que tu penses du QI, etc. On va retenir une définition très simple. L'intelligence dont je vais parler, c'est l'intelligence qui est définie par le jeu. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence dans le monde réel, et ce n'est pas le périmètre de mon intervention. Si, je vais vous donner un exemple de l'intelligence définie par le jeu, souvent elle est définie par un score, et parfois elle est mise directement en équivalence avec le QI. Alors je sais qu'il y a tout un débat sur le QI, je sais qu'il y a tout un débat sur ce que c'est que l'intelligence. Je sais qu'aujourd'hui il y a plein de formes d'intelligence qui sont assorties d'adjectifs, une intelligence émotionnelle, etc. Ce sont souvent des adjectifs qui rendent le terme un petit peu péjoratif. Quand on dit que quelqu'un a beaucoup d'intelligence du cœur, en général pas très flatteur, c'est une intelligence sans adjectif. C'est-à-dire que on a quand même, à travers la mesure du quotient intellectuel, une norme qui s'est largement instituée dans nos sociétés sur ce qu'on peut entendre par la notion d'intelligence. C'est-à-dire qu'à travers ce test, l'intelligence s'est relativement mise en équivalence avec cette notion de QI, et c'est pour ça qu'on la retrouve très souvent dans des règles de jeu, qu'elles viennent du milieu anglo-saxon ou du milieu francophone. Ce que j'appellerais des génies, ce sont les personnages qui sont qualifiés de génies par les autres personnages de la fiction. Et l'intelligence donc, et génie n'apparaissant vraiment comme des caractéristiques narratives importantes que, grosso modo, au XIXe siècle, c'est principalement avec Conan Doyle et avec Jules Verne qu'on a des personnages qui sont plus caractérisés comme simplement sagaces, malins, roués, manipulateurs, etc., mais comme des intelligences brutes. Je suis un cerveau, le reste de mon individu est au service de mon cerveau, Watson. Voilà, ça, vous n'avez pas de ce type de phrase au XVIIe ou au XVIIIe. C'est vraiment Sherlock Holmes qui va être le premier personnage éminent dans l'histoire de la fiction, qui va se définir comme étant un pur intellect, le reste n'étant qu'un appendice de... Par exemple, dans la 6e édition de l'Appel de Cthulhu, vous avez donc la question, à page 37, à quoi correspondent les caractéristiques de mon investigateur? Je ne fais pas tout le détail des scores, mais si vous avez une intelligence à 17 ou à 18, vous êtes qualifié de génie, capacité supérieure, difficile à suivre, surdoué, QI 140 et plus. Et puis en termes de roleplay, débrouille-toi avec ça. C'est-à-dire comment je joue ça. Donc c'est de ça que je suis parti. Alors, quand on cherche à jouer ça, la première référence qu'on va avoir, c'est qu'est-ce que je connais comme génie. Personnellement, je n'en connais pas des masses. C'est-à-dire que croiser des génies dans son quotidien, je croise des tas de gens formidables et intéressants, mais des gens difficiles à suivre et des
128, 140, etc. J'en ai quand même pas tous les jours dans mon environnement. En revanche, j'en ai plein dans ma DVD Tech. Donc, je vais aller principalement chercher dans l'audiovisuel. L'avantage, c'est qu'en termes de roleplay, ça me donne des éléments de phrasé, ça me donne des éléments de mimique, de gestuelle, qui peuvent accompagner, je dirais, la façon de camper mon personnage. Constatez que les génies ont une sale tendance à écrire partout, particulièrement sur les fenêtres, les miroirs. Et ça peut être un élément. Je peux avoir, par exemple, au cours du jeu, un génie qui passe son temps à écrire sur les nappes de resto. Mais bon, ça, tout le monde le fait, sauf que lui, il écrit sur les nappes en tissu, par exemple. Donc ça va être déjà une manière de caractériser un peu comme un professeur en impulsion. Je peux, bien entendu, aller en chercher également en bande dessinée, regarde Chimérique, par exemple, ou les Watchmen avec la figure d'Ozymandias, l'homme le plus intelligent du monde, et le personnage d'Ozymandias est très intéressant à creuser justement de ce point de vue. Quand on va créer un génie, on a d'autres questions à se poser que les questions traditionnelles de background qui sont dans tous les manuels du jeu de rôle ou presque. Parce que avoir un personnage qui se caractérise par une intelligence hors norme, c'est déjà se poser la question de son enfance. Si vous regardez des fictions qui sont dédiées à des génies, très souvent vous avez une enfance traumatique. Et l'image d'épinal qu'on a du génie, c'est en général quelqu'un qui promène une maladie mentale lourde, héritée de cette enfance traumatique. Ou héritée, ou en tout cas déclarée lors de cette enfance traumatique. Donc imaginer l'enfance d'un génie, c'est imaginer notamment à quel moment son génie a été diagnostiqué, de quelle manière. Est-ce qu'il était suffisamment génial pour le cacher? Est-ce qu'il a été instrumentalisé très tôt? On est la stratégie Ender, par exemple, où là, le génie est diagnostiqué extrêmement tôt et devient donc, le pilier de la défense planétaire. Comment les autres enfants ont-ils réagi à cette intelligence hors norme? Et là, vous avez tous ces enfants sadisés que vous avez dans la plupart des biographies de génies réels ou fictionnels. Historiques ou fictionnels. En général, les biographies sont largement romancées. Vous aviez tout à l'heure l'image de John Nash, un homme d'exception, le film avec Russell Crowe. C'est un biopic qui est largement fictionnalisé. Deuxième type de question, comment mon personnage va-t-il expliquer son intelligence à lui-même et au reste du monde, c'est-à-dire ce qui se considère comme, je sais pas, élu des dieux, comme une aberration génétique, comme le fruit d'un travail acharné, comme un élément de sa descendance, ou au contraire quelque chose qui différencie de façon énorme du reste de sa famille. Et ce qui en découle, c'est la manière dont il va faire intervenir son intelligence pour se présenter aux autres. Tony Stark, qui lui-même se définit comme génie, playboy, mécène, etc. Holmes, que je vous citais tout à l'heure, qui se définit comme étant un pur cerveau. C'est-à-dire que ça va, en général, dans l'interaction avec les autres personnages, déjà marquer un certain type de figure. Autre question qui me semble essentielle quand on veut jouer un personnage avec un très haut score d'intelligence, comment ce score d'intelligence a-t-il un impact sur son quotidien? C'est-à-dire, la plupart des génies de fiction qui nous sont présentés sont des gens qui se gèrent très mal sur les opérations du quotidien. Ils ont souvent un rapport à l'hygiène un peu douteux. Ils peuvent avoir du mal à payer les factures, du mal à monter, je dirais, les dispositifs de base de la vie quotidienne. Est-ce que je suis capable d'avoir une vie professionnelle, une vie affective? Tous du mal avec ça, mais globalement, ça va être des gens qui vont être largement pénalisés par ça, qui vont souvent avoir des béquilles sociales. Typiquement, Madame Hudson plus Watson, donc dans l'environnement immédiat de Holmes, parce qu'on voit bien que s'il n'avait pas ces deux appuis-là, il aurait tendance à rester complètement absorbé dans ses réflexions et dans son spleen, et souvent des soutiens chimiques. Souvent, le génie nous est représenté comme quelqu'un qui se défonce pour tenir les niveaux de réflexion auxquels il est amené. Derrière ça, on a également donc, la manière dont on va jouer le personnage au moment où il est face à une épreuve mentale extrême. Est-ce qu'il va passer des heures à jouer du violon? Est-ce qu'il va s'abîmer dans une réflexion de manière catatonique? Est-ce qu'il va avoir des activités extrêmement agaçantes pour les autres, comme taper avec son crayon, etc. Des choses qui peuvent soit être évoquées par la parole, soit carrément jouer autour de la table, quitte à se prendre quelques projectiles au fil de la partie.
la question du génie et de la toxicomanie, elle n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire tous les génies sont toxicomanes et le sont de la même manière. Si vous prenez Holmes, vous avez une définition de sa toxicomanie qui est, en gros, j'ai besoin de stimulants artificiels quand je n'ai pas d'énigme. C'est-à-dire que j'aborde la mort de mon type de l'existence, j'ai besoin d'excitation mentale. Donc à chaque fois qu'il a une énigme un petit peu excitante qui se présente, il n'a plus besoin des drogues dont il use et abuse au quotidien. Au contraire, House va avoir, on sait que c'est un personnage qui est largement calqué sur Holmes, mais son rapport à la vicodine est très différent, c'est-à-dire que lui, il en a besoin au quotidien pour justement affronter les énigmes. C'est-à-dire, les pilules ne me rendent pas de stone, elles me rendent neutre, ou autre réplique, les pilules me permettent de faire mon boulot et elles soulagent ma douleur. Alors, toujours cette alibi de sa jambe douloureuse, mais on voit bien que dans l'économie mentale du personnage, la jambe n'est plus un faire-valoir qu'autre chose. L'autre chose à laquelle on va réfléchir quand on crée un génie, c'est la façon dont on va monter les systèmes relationnels autour de ce personnage, sachant qu'il s'agisse des PJ, des autres PJ du groupe ou des différents PNJ, on peut de toute façon le définir par une situation de handicap relationnel. Vous n'avez quasiment aucun personnage de fiction, encore une fois je ne connais pas de génie en vrai, pour vous en faire une description sociologique. La plupart des génies de fiction sont caractérisés par une grande difficulté à avoir des relations normales avec leur entourage. Résultat, ils vont avoir souvent des bizarreries conversationnelles. À vous d'aller pomper les vôtres dans notamment les maximes de Paul Grice, grande analyse de la conversation, qui nous dit, en gros, dans une conversation normale, on va avoir une maxime de quantité, c'est-à-dire qu'on va fournir la quantité requise d'informations, alors que Lisbeth Salander, dans les Millennium, va toujours vous en fournir trop peu, ou Spencer Reid, dans les Esprits criminels, va toujours vous en fournir trop. C'est-à-dire que vous allez avoir du trop ou du trop peu. Vous allez avoir une obligation de véridicité, c'est-à-dire dire ce qu'on pense, s'engager à prouver ce qu'on raconte, une obligation de pertinence, c'est-à-dire ne pas partir à côté du fil de la conversation, et puis une obligation de manière, qui est en général une obligation de clarté. Les maximes de Grice nous sont parfaitement naturelles, parce qu'on est tous capables, a priori, de tenir une conversation. La plupart des génies de fiction sont pénalisés sur au moins une des 4 maximes de Grice, souvent sur deux ou 3 de ces maximes, si on veut vraiment les présenter comme des personnages complètement associés. Si vous choisissez par exemple de jouer un personnage qui ne termine jamais une phrase, vous allez donner le sentiment de bizarrerie de ce personnage simplement par votre phrasé, sans avoir à faire des prouesses intellectuelles à chacune de vos phrases. Vous pouvez par ailleurs essayer de monter soit avant soit pendant les parties, un binôme conflictuel. C'est typiquement le binôme qui est formé par Hart et Cole dans True Detective, la première saison. Il est conflictuel, bien entendu, au niveau affectif, au niveau du mode de vie, etc. Et en même temps, il est complètement symbiotique, puisqu'ils ont besoin, chacun du savoir-faire de l'autre, pour arriver au bout de leur enquête. C'est souvent à travers le conflit et la symbiose qu'on va rendre les génies intéressants et compréhensibles par les autres, parce que sans Watson, le pauvre Holmes est totalement incompréhensible du commun des mortels. Il a besoin d'un traducteur pour entrer en dialogue avec son lecteur. Par ailleurs, on va avoir énormément de difficultés à construire des relations de séduction et de vie conjugale. Là, vous avez aussi, je pense, vos propres exemples cinématographiques. Je vais vous en donner quelques-uns pour donner chair aux propos. Regardez par exemple la manière dont Holmes s'adresse à Watson, c'est quand même assez savoureux. À supposer que vous ne soyez pas une lumière par vous-même, vous êtes un excellent conducteur de la lumière. Il est ainsi des gens qui, sans posséder eux-mêmes aucun génie, ont le don de le stimuler chez les autres. Je reconnais, mon cher ami, que je vous dois beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de balancer ça dans le texte autour d'une table, mais si vous avez ce type de propos particulièrement bienvenu dans une interaction autour d'une table avec un autre PJ, bien entendu, vous construisez un binôme dans lequel vous insistez sur le côté symbiotique. Je vous dois beaucoup, tout en créant du conflit, bien entendu, sans que se prendre ce genre de réplique pendant la partie n'est pas tout à fait agréable. Imaginez passer un quart d'heure de conversation avec Lisbeth Salander. C'est-à-dire que
quelle que soit l'actrice qui va l'incarner, puisqu'elle a deux représentants, on a systématiquement une représentation de la conversation normale qui va dans le mur. Vous allez avoir des personnages de génie qui sont directement présentés comme des malades mentaux, avec la béquille sociale du gars normal, hein, le frangin, dans Rayman. Le duo mythique entre l'homme le plus intelligent qui pense comme un ordinateur, etc., enfin, l'homme vulcain, et McCoy qui est là pour représenter un peu le bon sens ordinaire, l'humain qui dans une approche assez pragmatique de chacun des problèmes. Et puis dans The Imitation Game, j'essaie de pas trop vous spoiler le film, mais la situation conjugale très particulière de Alan Turing, qui trouve finalement l'âme sœur au niveau intellectuel, alors que son âme sœur au niveau affectif n'est absolument pas cette personne. Exemple vidéo. J'espère que They were just close. They were in love. How'd you crack it? I profiled the author. Cortland Ryan was on death row with several high-ranking members of the Aryan Brotherhood. You got the code from the Aryans? Either that or you read a lot of 16th century literature. The Aryans like to use a cipher based on a 400-year-old code written by Sir Francis Bacon. So it's a binary code. Yeah, Bacon used a 21-letter alphabet. This one's 24. Each letter is assigned a bit string of 5 binary digits. This combination yields 32 possible encodings. Normally, you'd use a computer to run all these combinations, but it was quicker just to do it longhand until I found the right one. He's so lifelike. Réplique mythique, hein, le Is So Lifelike. Voilà, bon, ça se passe de commentaires. Deuxième partie, donc, on va aborder avec un nouveau petit éclairage vidéo. Donc la manière de faire parler votre génie. Okay. No plate. That's plate, but no cup. Okay? Cup. Right? No copper. It's a plate. Que le coffre donc, qui se découvre au dos de l'assiette. Et donc ça c'est le petit homme hein, de Jodie Foster, donc, qui est la relation donc, entre une maman ordinaire et un enfant d'une intelligence phénoménale. Vous avez intérêt, si vous ne voulez pas être dans l'improvisation qui donne le vertige, effectivement si on veut jouer des personnages qui ont cette envergure intellectuelle, à préparer des fiches de lexique. C'est-à-dire que déjà, un génie n'utilise pas ce que nous utilisons nous sans arrêt, c'est-à-dire des mots attrape-tout comme des trucs, des bidules, des machins. C'est-à-dire que votre génie doit avoir, pour désigner tous les objets mal identifiés de son environnement, des choses qui vont exprimer tout de suite son envergure intellectuelle. Si on parlait de composés stables, on parlait d'un caillou. Si je vous désigne là, assistance comme des formes de vie ou comme des eucaryotes, c'est pas particulièrement flatteur, mais ça peut déjà donner un indice de la façon dont j'envisage le monde. Donc c'est à la fois le reflet de sa culture scientifique et souvent le reflet de sa manière de voir le monde de manière extrêmement froide, voire de manière pathologique. L'enfant qui appelle une assiette coffer, ça peut vous donner des pistes aussi en termes de roleplay par rapport aux objets qui se retrouvent sans arrêt dans l'environnement de votre personnage. Si vous jouez à Deadlands par exemple, on est fortement incité à jouer des savants fous dans Deadlands parce que c'est extrêmement rigolo, votre savant fou peut, quand il voit des rails, non pas les appeler des rails comme tout le monde, mais alors qu'il les voit à 500 mètres dans un rang de sable, dire « Ah, nous allons suivre cette Dissection 1852 ». Et bien entendu, là-dessus, le meneur de jeu doit être dans le coup. C'est-à-dire qu'au moment où vous arrivez au niveau des rails, s'il y en a un qui vérifie la provenance des rails, il va voir effectivement que ce sont des Dissection 1852 sur le poinçon du fabricant. Plus le meneur de jeu est dans le coup, plus l'effet de votre roleplay va être efficace. Vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire générer un générateur de jargon, parce que produire ce que les auteurs de science-fiction appellent le technobabble, un technobabillage qui fait que vous allez avoir des tas d'éléments qui font science, qui sont plus ou moins maîtrisés. Alors, chez certains auteurs c'est parfaitement maîtrisé, chez d'autres c'est juste une façon de vous enfumer. Le faire en improvisation c'est quand même extrêmement difficile. Donc se construire une fiche de vocabulaire, je vais vous en donner un exemple. Vous pouvez aussi
utiliser un bon vieux ressort de la fiction qu'on va trouver chez les super-héros, notamment dans la science-fiction, c'est le noctanium, c'est-à-dire ce matériau, ce minerai, etc., qui a été identifié ou découvert ou synthétisé par votre génie. Donc votre génie peut avoir son turbinium, son vibranium, plein de termes comme ça. Votre génie, s'il est un petit peu mégalo, c'est quand même une option assez sympa, peut essayer de donner son nom à la manière de Doppler, Larsen a un effet. Il peut donner son nom comme Ampère à une mesure physique ou essayer de donner son nom comme l'Einsteinium à une substance. C'est-à-dire ça peut être un de ses buts dans la vie de laisser son nom dans la classification de Mendeleïev ou ailleurs. Par exemple, J.D. Diablik, donc savant fou pour Deadlands, va avoir deux domaines de spécialité qui sont la métallurgie et la chimie. À partir de ça, je vais aller chercher dans des logistiques spécialisées, ça prend 5 minutes, hein, c'est vraiment pas un travail de fou, des termes qui me paraissent très savant fou, c'est-à-dire un lyophilisat, la docimasie, etc., des verbes et des adjectifs. À partir de ce vocabulaire, je peux, simplement en ayant mon anti-sèche pendant la partie, générer des phrases qui de toute façon ne vont pas engendrer de la conversation. C'est-à-dire que si je dis pendant la partie qu'est-ce que vous faites dans la vie, j'étudie un procédé révolutionnaire qui permettra de peler des grumillons sans sursouffler le punch-bec, en général les gens s'arrêtent et éventuellement je me fais tabasser. Ah oui, on dit ça dans un bar pour des mineurs, en général c'est bien pétendre et ça se termine mal. Si jamais on me relance, je peux montrer que c'est pas juste une phrase que j'ai apprise par cœur, mais que derrière j'ai un générateur un petit peu aléatoire. Oui, ça revient à justifier le punch-bec en condition adiabatique par niveau constant de tension de la galvanoplastique, avec un petit terme méprisant, l'air de dire « pauvre gars, t'as pas compris ». Par ailleurs, mon J.D. Diablik a une obsession, c'est de laisser son nom dans l'histoire de l'analyse de la ghost rock, ce fameux minerai dans Deadlands qui a des propriétés assez perturbantes, et donc il mesure toutes ses expériences en blick. C'est-à-dire qu'après il va dire oui, c'est une réaction qui se mesure en décablique, c'est extraordinaire, ou dire on risque une explosion de plusieurs kilobliques si on ne s'éloigne pas très vite. Je peux également, parce que le moment où je vais faire du roleplay sans être lourd et intrusif, parce que si je fais du roleplay tout le temps, ça finit par être une espèce de joueur qui tire la couverture à lui sans arrêt. Le moment où le roleplay est bien vécu par les autres joueurs, c'est le moment où je jette les dés sur quelque chose qu'ils ne savent pas faire. C'est en général le moment où je peux glisser une réplique qui tue. Donc ça veut dire que ça va être particulièrement dans les tests qui sont dédiés au bricolage, aux sciences, etc., que là j'ai intérêt à préparer les répliques qui peuvent marquer un petit peu la table. Typiquement, quelques phrases types qui vont être conformes à la spécialité de mon personnage et à sa psychologie vont venir orner mes résultats les plus réussis ou les plus lamentables. Par exemple, si je réussis un jet, voilà, monsieur les sceptiques, ignorez le docteur Blick et la science se fera sans vous. Au contraire, si je viens de me planter, si c'est le docteur Blick, il a une vision de ses échecs qui, de toute façon, ne lui est pas imputable. Toujours un responsable extérieur. Il peut, par exemple, accuser le matériel. Qui a fouillé mon matériel? Cette cathode a été remplacée par une seconde main, je suis certain. Si l'expérience a raté, c'est pas parce qu'il n'a pas lancé les dés, bien entendu. On peut aussi toujours accuser la météo, c'est un standard. C'est-à-dire, ça ne démarre pas. La Cinéquille est électrochimique, nous joue des tours sous ce soleil. C'est-à-dire, dans le Far West, ça ne fonctionne pas, mais dans mon labo à Albany, vous les auriez déjà, vos balles en argent. C'est-à-dire que on va, parce que là, on est sous les projecteurs du groupe pendant quelques secondes, quelques minutes, parce qu'on est en train de jeter les dés, glisser des phrases qui vont refléter donc, le profil qu'on a donné à notre personne. Je vais aborder plus brièvement la dernière phase pour laisser un petit peu de temps aux questions. Les prouesses d'intelligence, je laisse Benedict Cumberbatch faire le boulot. 2 minutes, I said, I need anything you got. Victim is in her late 30s, professional person going by her clothes and guessing something in the media, going both frankly a dark and shade of pink. Trapped from Cardiff today, intending to stay in London for one night. It's obvious from the size of her suitcase. Suitcase? Suitcase, yes. She's been married for at least 10 years, but not happily. She's had a string of lovers, but none of them knew she was married. Oh, for God's sake, if you're just making this up. A wedding ring, 10 years old at least.
The rest of her jewellery's been regularly cleaned, but not her wedding ring. State of her marriage right there. The inside of the ring is shinier than the outside. That means it's regularly removed. The only polishing it gets is when she works it off her finger. It's not for work, look at her nails. She doesn't work with her hands. So what, or rather, who does she remove her rings for? Clearly not one lover. She'd never sustain the fiction of being single over that amount of time, so more likely a string of them. Simple. It's brilliant. Sorry. Cardiff. It's obvious, isn't it? It's not obvious to me. Dear God, what is it like here for the little brains? Her coat is slightly damp. She's been in heavy rain in the last few hours. No rain anywhere in London in that time. Under her coat collar is damp too. She's turned it up against the wind. She's got an umbrella in her left-hand pocket, but it's dry and unused. Not just wind, strong wind. Too strong to use her umbrella. We know from her suitcase that she was intending to stay overnight, so she must have come a decent distance, but she can't have travelled more than 2 or 3 hours because her coat still hasn't dried. So, where has there been heavy rain and strong wind within the radius of that travel time? Cardiff. It's fantastic. Do you really do that out loud? Sorry, shut up. Alors bien sûr c'est très fort, tu peux pas faire ça en jeu de rôle. Tout le monde s'appelle pas Cumberbatch déjà, il y a quand même un travail d'acteur dont on est largement pas tous capables. Et par ailleurs c'est écrit, c'est-à-dire en improvisation et avec nos piètres talents de rôliste, on n'est pas nécessairement au niveau pour faire ça. Or bien entendu si on joue un génie, c'est pour qu'il fasse des prouesses intellectuelles, sinon ça sert à rien. Donc, deux manières de le faire. D'abord, l'effet tada, qui consiste à ne pas passer par tout ce que Sherlock Holmes démontre. C'est-à-dire que là, il est très pédagogue, et donc on est soufflé effectivement par la qualité de son raisonnement. En général, en jeu de rôle, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que dans les œuvres de fiction, en général, on ne va pas vous expliquer comment le génie réussit sa prouesse intellectuelle, tout simplement parce qu'on considère qu'on n'a pas un public de génie. Donc vous pouvez faire la même hypothèse autour de la table et vous dire de toute façon, la façon dont je vais arriver à ma conclusion échappe à la compréhension ordinaire. Comment ça marche? D'abord, on va présenter les moyens de l'exploit intellectuel. Cette jeune fille est sortie diplômée de Stanford à 14 ans. Et elle arrive, elle a l'air un petit peu perturbée, etc. Et elle se met devant le clavier. Donc, et par ailleurs, on voit que l'ordinateur va chauffer, etc. C'est-à-dire qu'on va présenter ensuite la jeune fille dans un moment d'absorbement extrême. Et par ailleurs, elle va avoir besoin de refroidir le PC parce que ça résiste, etc. Et puis, et donc il va y avoir, bien entendu, ça va encore mieux marcher s'il y a des moldus, hein, des gens qui n'ont rien compris. Donc en général, vous avez le chef de la police qui perd du temps, tout ça. Enfin, il y a 2-3 PNJ qui sont là pour dire je comprends rien. Donc ça déculpabilise tous les autres qui ne comprennent rien autour de la table. Et ça vous permet de montrer à quel point c'est dur et à quel point le génie est incompris par ses contemporains. Et enfin, tada, vous avez la porte blindée qui s'ouvre, enfin, vous avez le compte bancaire qui est transféré à Singapour, vous avez ceci ou cela qui se produit. En fait, je viens de vous spoiler The Imitation Game, parce que dans ce film, qui est par ailleurs extraordinaire, on ne vous explique absolument pas comment Alan Turing a décodé Enigma. C'est-à-dire qu'on vous explique qui était ce monsieur, comment il a été piétiné par un système inhumain, etc. Mais à aucun moment on vous démontre le raisonnement qu'il a pu suivre. On vous montre simplement un type qui réfléchit beaucoup, et un acteur qui donne vraiment l'impression de beaucoup réfléchir. Un gizmo extraordinaire derrière qui tourne dans tous les sens et qui vous donne l'impression qu'effectivement il y a quelque chose de très balèze qui se produit, et on ne vous explique rien. Tada, à la fin, les nazis sont vaincus. C'est-à-dire que cet effet-là est la manière dont, le plus souvent, les systèmes de jeu simulent la prouesse intellectuelle. La prouesse intellectuelle dans les univers contemporains est très proche de la façon dont on simule la sorcellerie. C'est-à-dire, j'incante, j'ai un chapeau pointu, ça a l'air compliqué, ça crépite, etc. Et pff, ça y est, ils sont tous cramés, on peut passer au stade suivant. On a réussi cette prouesse-là. Citation d'Olivier Fanton dans la 4e édition d'Indomine Satanis Magna Veritas. Vous savez, j'ai fait plusieurs années d'études en informatique. Il y a un truc qui m'énerve dans les jeux de rôle et dans les films, c'est l'aspect magique de l'informatique. Regardez effectivement comme les personnages d'informaticiens sont traités dans quasiment toutes les fictions par l'effet tada. C'est-à-dire qu'on les voit effectivement qui gambergent. Et c'est plus un boulot d'acteur qu'un boulot de pédagogie de l'informatique. Jamais on vous explique comment un hacker travaille.
Du point de vue du meneur, parce que là j'ai surtout gardé un point de vue joueur, on peut utiliser la substitution stylisée dont je parlais tout à l'heure pour proposer autre chose que l'effet Tada et ne pas mettre complètement de côté l'intelligence du joueur. Comment je peux faire? Je vais solliciter donc l'intelligence du joueur en tenant compte du score d'intelligence plus ou moins élevé de son personnage. Vous avez intérêt en tant que meneur, s'il y a des défis intellectuels, par exemple du piratage, à préparer des petites énigmes qui sont relativement raccords au niveau thématique, au niveau de leur format, avec l'univers dont vous parlez. Par exemple, un problème d'échec si vous êtes plutôt dans du steampunk, un type d'énigme comme le jeu du gratte-ciel, par exemple, sur du cyberpunk. Au moment où le personnage se lance dans la prouesse intellectuelle, vous donnez au joueur l'énigme à faire. Et cette énigme va tenir compte du score d'intelligence du personnage par rapport au timing ou à la difficulté de l'énigme. C'est-à-dire, si vous donnez un gratte-ciel à faire, un jeu du gratte-ciel, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez un jeu de grille où on vous dit, il y a toujours des gratte-ciels de 1 à 5 étages, par exemple. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 dans chaque ligne, dans chaque colonne. Mais ce qu'on vous donne au départ, c'est uniquement si vous êtes ici, vous voyez 5 gratte-ciels. Là, c'est facile, si on voit 5, c'est que 1, 2, 3, 4, 5. Si vous êtes ici, vous n'en voyez que 4. Effectivement, là, j'en vois que 4 parce que le 1, il est caché par le 4. C'est tout bête, sauf que le niveau de difficulté peut augmenter rapidement. Si un gratte-ciel comme ça, vous avez 3 en intelligence, je vais vous laisser 30 secondes pour le faire. Donc vous n'avez aucune chance. Si vous avez 18 en intelligence, je vais vous laisser un quart d'heure pour le faire, et donc vous allez avoir un vrai moment de gamberge, sans avoir donc d'effet Tada, et à la fin, vous aurez résolu, vous aurez par exemple fait votre piratage. Ça a l'air très artificiel, mais les développeurs de jeux vidéo ne procèdent pas autrement. Regardez dans Deus Ex Human Revolution, la manière dont on pirate. C'est systématiquement une espèce de petit jeu standard qui se fait de la même, quel que soit le système que vous piratez, c'est toujours le même petit jeu, avec une difficulté qui va crescendo, et avec des avantages qui sont donnés à votre joueur s'il a choisi de développer plutôt ses capacités de piratage. C'est-à-dire ça va être d'autant plus facile pour vous en tant que joueur si votre personnage a développé ses activités. Vous avez plein de sources d'inspiration pour thématiser vos énigmes. D'autant qu'aujourd'hui, vous avez un vrai business de l'énigme thématisée. Au-delà du génial bouquin Sherlock Holmes en échec de Raymond Smullyan, qui reste la somme absolue, mais il faut quand même des jeux qui envoient un petit peu au niveau échec, vous avez des problèmes qui sont thématisés et qui sont par ailleurs présentés de manière hiérarchique en termes de difficulté dans ce que font les éditions Marabout. De faire un petit peu de pub sur des univers de fiction qui nous sont assez familiers. Dernier point, on peut copier la technique de Conan Doyle dans du jeu de rôle à condition de tricher. C'est-à-dire que là vous avez une phase déductive typique dans un Sherlock Holmes. On trouve la cendre d'un cigare et Sherlock il a déjà utilisé, il a fait une étude complète sur toutes les cendres de cigares, de cigarettes, de pipes, etc. Donc il identifie ça tout de suite, il remonte la piste, il est trop fort. Bien entendu, Conan Doyle n'est pas aussi génial d'un point de vue intellectuel que son personnage, c'est-à-dire qu'il a le même problème que nous en tant que joueurs quand nous jouons des génies. Simplement, Conan Doyle a un gros avantage, c'est qu'il a le temps d'écrire et il sait où il va. En jeu de rôle, il n'a pas le temps de dire je vais aller 2 jours en bibliothèque pour me renseigner, et par ailleurs, on ne sait pas où ça va, puisque le meneur de jeu est le détenteur ultime de l'aboutissement des indices. Alors comment on va faire? On va bidouiller avec le meneur de jeu, c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord avec le meneur avant la partie en lui disant moi je voudrais avoir un coup de génie, parce que ça va être génial dans le groupe de faire avancer brutalement l'enquête comme s'il y avait un Sherlock Holmes dans l'équipe. Par exemple, je vais me mettre d'accord sur un moment un petit peu mou du scénario en disant là-dessus on va faire rapidement avancer l'énigme. On a trouvé, donc c'est le Cardiff que je vous ai montré tout à l'heure, on va trouver par exemple un cadavre sous un métro new-yorkais dans sa voiture. C'est un jeune homme, il a des petites griffures sur les mains et par ailleurs il y a des aiguilles de pin dans les aérations de sa voiture. Et il y a un carnet bizarre avec des heures et des chiffres en face.
Normalement, l'équipe de flics new-yorkais qu'on est en train de jouer va envoyer tout ça au labo, attendre les résultats, et ça va être de l'enquête procédurale pas très passionnante en termes de jeu. Sauf que là, votre génie va se frapper le front en disant bah, le zoo du Bronx, bien entendu, Cardiff, et oh, ça va bientôt fermer, il faut qu'on y aille. C'est-à-dire qu'il faut qu'à ce moment-là, ça accélère pour que les autres ne puissent pas réfléchir ou ne puissent pas vous poser des tas de questions. Et au moment où vous arrivez dans le zoo du Bronx, vous allez faire valider par le MJ, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit complice, parce que ça peut pas fonctionner si on n'a pas bidouillé ça avec le meneur. C'est-à-dire au moment où vous arrivez dans le zoo du Bronx, il y a des pins autrichiens au-dessus du parking du personnel, donc les aiguilles de pin s'expliquent. Après, vous pouvez en rajouter. J'ai bien vu que ce pin autrichien était malade, parce que j'ai fait une étude sur les aiguilles de pin quand j'étais au lycée, etc. Vous pouvez vraiment donner l'impression que votre génie est particulièrement obsessionnel et qu'il a utilisé tout ses temps de loisir à construire ce domaine-là. Les griffures, ah bah oui, j'ai reconnu des griffures de singe araignée, et ça montre clairement que c'était un stagiaire. D'ailleurs, il a noté toutes les heures de repas de ces singes sur le petit carnet, c'est-à-dire tout ce qui était bizarre pour les autres doit paraître évident pour votre personnage, parce que vous vous êtes entendu avec le meneur sur ce point. Ça peut être une entente que vous construisez très en détail. Si vous avez un meneur qui est rompu à l'improvisation, ça peut se faire juste par un échange de petits papiers sous la table. C'est-à-dire, zoo du Bronx, ok, le zoo du Bronx, et puis ensuite, il va vous bidouiller l'ensemble de ce coup de génie. Là, je vous emmène dans l'arrière-cuisine, je vous montre comment ça peut être fait. Donc, bien entendu, ça tue un petit peu l'effet de surprise. Quand vous faites ça vraiment avec des joueurs qui ne sont absolument pas prévenus de ce coup d'accélérateur que vous donnez à l'énigme, vous avez l'effet Cardiff qu'on a eu tout à l'heure dans la bouche de Cumberbatch. C'est le premier Sherlock de la première saison. Voilà, en conclusion, il ne faut pas avoir peur de jouer des personnages qui sont plus intelligents que soi, c'est simplement un petit peu plus de boulot de préparation, parfois un petit peu de tricherie avec le meneur, mais au bénéfice de l'intrigue, au bénéfice du fonctionnement de groupe. Et par ailleurs, ça peut être également très intéressant de mener des réflexions similaires à celles que j'ai développées aujourd'hui sur l'intelligence, sur d'autres caractéristiques mentales, celles que j'ai énumérées tout à l'heure, puisque d'autres caractéristiques mentales posent des problèmes similaires en termes de replay. Comment jouer un personnage qui a un charisme exceptionnel quand on est juste un humain ordinaire. Alors on peut s'inspirer de Jérôme Larrey, c'est une possibilité, mais en tout cas je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si on a encore le temps. Questions ? Merci. Et donc on a le temps, on va prendre jusqu'à moins de 5 pour les questions. Et puis ensuite on fera 5 minutes de pause avant de passer à la suite. Alors moi, une petite question, c'est... là, c'est tout lié à l'intelligence. Mais si on veut jouer, par exemple, un meneur d'homme, un mec avec un tel charisme qu'on pourrait le suivre dans une falaise, est-ce qu'on peut essayer de s'inspirer un peu de cette technique ou ça n'a rien à voir? Est-ce qu'il y a des trucs qui permettent de jouer un meneur d'homme? Je me suis déjà retrouvé à jouer une partie de pirate ou un truc comme ça, mais aucun des joueurs autour de la table avait un vrai charisme naturel. Donc c'était le plus charismatique, mais qui n'était pas très charismatique, qui faisait le capitaine. Donc est-ce qu'il y a des techniques pour simuler un meilleur charisme? Ou c'est purement... Alors, je pense qu'il y en a, c'est pour ça que je voulais conclure sur l'idée de prolonger cette réflexion sur d'autres caractéristiques, et notamment le charisme. Donc là, comme ça, à chaud, la manière dont je l'envisagerais serait de construire justement des binômes dans le groupe de PJ, notamment le faux rebelle qui va dire non, on n'y va pas, et parce qu'on a préparé l'interaction, va se faire humilier. Ça correspond à des figures qu'on a très souvent sur la représentation de personnages charismatiques dans les films. C'est-à-dire que parce que le personnage va trouver une manière très efficace de moucher le premier qui l'ouvre, tous les autres vont suivre en se disant avec ce qu'a pris le lieutenant Bidule, j'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose. Donc ça peut être effectivement de l'anticipation et avoir quelqu'un qui, entre guillemets, se sacrifie, qui peut être un PJ, donc si on a négocié ça autour de la table, ou qui peut être un PNJ, si on a dit au meneur, voilà, moi j'ai un charisme exceptionnel, tu me connais, je ne suis pas à ce niveau-là, si on veut que mon personnage soit crédible avec ce charisme-là, il faut qu'à la première tentative de rébellion, par exemple, de l'équipage,
tu m'envoies quelqu'un avec ce type d'objection parce que là j'ai préparé la réplique cinglante que j'ai par exemple prise dans, je peux l'avoir prise dans Patton, je peux l'avoir prise dans 300, etc., dans n'importe quelle figure de grand personnage charismatique. Mais là vous voyez que sur l'intelligence, je fais quand même quelques recherches avant de me lancer. À froid sur le charisme, je ne vois que ça. Il y aurait, je pense, mille manières d'aborder les choses en se disant, au lieu de choisir des personnages de génie, je reprends tous mes DVD, je prends tous les grands chefs, qui peuvent être aussi des chefs religieux. Ça peut être... L'idée, c'est de toute façon de rendre la transposition de ce qu'on a été chercher la moins tangible, la moins sensible possible autour de la table. Si je reprends une remarque qui est directement prise sur un film qui est dans le même type de genre, dans le même champ d'inspiration que tout le monde aura plus ou moins revu avant la partie, ça va être lourd. C'est d'autant plus intéressant d'aller chercher l'interaction dans l'inattendu. Je parlais de la stratégie Ender. Ender, c'est effectivement les deux. C'est-à-dire, c'est un gamin qui est monstrueux en termes d'intellect et qui par ailleurs se construit un statut de meneur d'homme, notamment en allant au feu, en allant au carton face au premier gamin. Donc c'est une autre problématique. Voilà, on peut prendre rendez-vous pour l'an prochain et je vais jouer des personnages charismatiques. Pourquoi pas, ouais. Ça dépend pas de moi. Il y avait encore une question de je crois. Ouais. Est-ce que j'ose vous demander votre adresse email, s'il vous plaît? Tada. Aussi, si tu es d'accord de nous transmettre le PDF, de mettre dans le lien de la vidéo, Oui. des conférences. J'enlèverai juste toutes les images. Ouais. Ok, alors s'il n'y a pas plus de Merci questions. encore.